Lundi 26 février, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de cette édition. Le 60e Salon international de l'agriculture s'est ouvert depuis samedi à Paris. Une édition particulière en plein mouvement de colère dans le monde agricole. Toute cette semaine, TV78 en partenariat avec Radio Sensation va à la rencontre des Yvelinoises et Yvelinois engagés dans ce secteur aujourd'hui en crise. C'était il y a quelques jours, plus de 300 personnes ont assisté aux obsèques d'Anne Capio, l'élu d'Elancourt et du département s'est éteinte dans la nuit du 15 au 16 février à l'âge de 64 ans. La cérémonie religieuse a été suivie d'un hommage républicain en présence de nombreuses personnalités politiques. Fin de parcours pour nos clubs yvelinois en Coupe Gambardella, la Coupe de France de football des moins de 18 ans. Le FC Mantois et le FC Versailles ont été éliminés hier au stade des 8e de finale de la compétition. Pour les Versaillais, c'était face à Toulouse, le résumé de la rencontre à suivre. Et puis, il veut être le premier navigateur à traverser la Manche en laser radial, un tout petit voilier. Du haut de ses 16 ans, Quentin Felger s'est fixé ce défi fou. Ce membre du Yacht Club du PEC prévoit de relever le challenge en juin prochain entre Poole en Angleterre et Cherbourg. Il est l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Et lui est déjà avec moi en plateau, c'est Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, avec vous dans quelques instants, l'actualité sportive qu'il faut retenir en ce moment dans les Yvelines. Vous nous parlerez de quoi? Je crois que ça bouge notamment au Football Club de Versailles. Oui, l'entraîneur Grégory Vignal a été débarqué, on peut le dire. Il a été mis à pied suite à sa dernière défaite contre Châteauroux et c'est Jean-Luc Vasseur qui va prendre la suite, un entraîneur bien connu notamment du côté de l'Olympique lyonnais et des Lyonnaises. On fera le point avec vous aussi dans quelques instants sur les actualités en bref à retenir dans le département des Yvelines. Ce sera tout à l'heure dans le 7-8. Des dizaines de tracteurs qui font route vers Paris. La scène s'est déroulée vendredi dernier, notamment dans les Yvelines. 2 points de passage, le péage de Buchelet sur l'autoroute A13 et Houdan sur la route nationale 12, avant de se retrouver au niveau du triangle de Rocancourt. Une action dans le cadre du début du Salon de l'agriculture qui s'est ouvert samedi, porte de Versailles à Paris. Les agriculteurs ont profité de l'événement pour faire entendre une nouvelle fois leur colère et leur mal-être actuel. Les échanges ont d'ailleurs été très tendus samedi avec le président de la République Emmanuel Macron. Toute cette semaine, d'ailleurs, Radio Sensation et TV78 en partenariat s'associent pour le Salon de l'agriculture et nous allons vous emmener à la rencontre de ces Yvelinoises et des Yvelinois engagés dans une activité agricole. Quelles sont leurs attentes dans ce moment de crise? Élément de réponse avec Nicolas Dandry. Ils ont exprimé leur colère en bloquant les autoroutes des Yvelines. 4 semaines après, les agriculteurs sont toujours dans l'attente. C'est le cas de Jonas Delalande, exploitant céréalier basé à Manille-les-Hameaux. Aujourd'hui, non, le compte n'y est pas sur les annonces qui ont été faites. La première série d'annonces, c'était du vent, c'est-à-dire on nous a promis l'argent qu'on devait déjà nous donner, et on a dit qu'on n'allait pas mettre en place de nouvelles choses. Mais entre guillemets, il n'y a pas eu d'avancée à ce moment-là. Après, il y a eu d'autres choses, mais pour l'instant, les choses ne sont pas faites. Faire des promesses et qu'il n'y ait rien derrière, c'est pas possible. Et on manifestera jusqu'à ce qu'il y ait des choses concrètes qui arrivent et qui permettent de solutionner nos problèmes. Installé comme agriculteur depuis 2019, Jonas Delalande cultive du blé, de l'orge, du maïs, du colza ou encore des lentilles sur 390 hectares. 5 années d'expérience à la tête de la ferme avec un constat assez clair. Je passe presque 3 ou 4 heures par jour à faire de l'administratif, des fois des choses complètement déconnectées de la réalité. On a aussi un manque de rémunération, on a des contraintes qui nous tombent dessus, un manque d'anticipation, de visibilité. Pour diversifier l'activité de l'exploitation agricole et sur fond de crise sanitaire, Jonas et sa femme Mélanie ont ouvert un magasin en septembre 2020. Objectif, la vente directe de produits frais en circuit court. Malgré l'inflation, l'activité reste rentable, mais certaines problématiques persistent comme la transparence des produits vendus. J'ai eu l'exemple il n'y a encore pas longtemps de commander des saucissons d'une marque que je ne citerai pas, qui me vendait des authentiques saucissons d'Auvergne, sauf que j'ai eu la mauvaise surprise en les recevant de regarder dès l'étiquette en voyant écrit porc UE, donc forcément du porc pas français, on ne connaît rien de l'élevage, on ne sait pas non plus comment sont ces produits. Quand les marques mettent des drapeaux bleu, blanc, rouge sur leurs produits, est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que vraiment tous les ingrédients sont français? En tout cas tous ceux qu'on peut trouver en France, notamment de la farine, de l'emmental, ce genre de choses. Du côté de Montfort-l'Amaury, Olivier Coupry cultive plusieurs types de céréales. Au-delà de son engagement dans la mobilisation, cet agriculteur yvelinois a co-créé le mouvement Ici la Terre. Le Salon de l'agriculture, un rendez-vous incontournable pour cette association pédagogique à propos des activités agricoles. Le concitoyen, le consommateur,
se pose des questions sur nos méthodes de production. Donc ça peut être là, comme j'ai fait allusion, sur l'élevage notamment et la consommation de viande. Donc c'est expliquer comment on élève en France, nos difficultés, parler des importations, le consommateur soit sensible à l'agriculture française, pas uniquement pendant ces 10 jours de salon de l'agriculture, mais pendant toute l'année. Le mouvement Ici la Terre sera présent le samedi 2 mars 2024 au Salon de l'Agriculture, sur le stand Agri Demain dans le pavillon 4. Et sur place au Salon de l'Agriculture, on retrouve Corentin Alonso de nos confrères de Radio Sensation. Il a suivi aujourd'hui une conférence de presse de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a confirmé le lancement à la rentrée de septembre d'une plateforme d'approvisionnement régional pour la restauration scolaire. Son but, valoriser les circuits courts. Corentin, en quoi consiste cette plateforme et qui sera concerné ? Oui, elle sera installée à Provins, en Seine-et-Marne, et sera chargée de collecter l'ensemble des produits locaux franciliens auprès des producteurs. Ces produits, justement, ils arriveront dans les assiettes des collégiens et des lycéens, des départements de Seine-et-Marne d'abord, mais aussi des lycées de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L'initiative, dans un premier temps, représentera 13 millions de repas par an. Elle pourrait ensuite, pourquoi pas, être élargie dans les Yvelines. Je vous propose d'écouter à ce sujet la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Vous voyez, on est bourré d'idées pour aider nos agriculteurs à se transformer. Et par ailleurs, évidemment, on a mis nos lycées en lien avec les producteurs. Nous allons vous présenter demain notre société publique locale à Proval, qui sera à Provins, et qui aura comme vocation d'acheter les produits de nos agriculteurs au bon prix. Vous savez, on fait Egalim tout seul, au bon prix, et on les fournira aux lycées de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne. Et déjà, on va essayer de la faire marcher sur 3 départements, et effectivement, l'objectif, ce serait d'en créer peut-être une autre, identique, à l'ouest, donc soit dans les Yvelines, soit dans l'Essonne, en lien avec les départements. Et vous pouvez venir visiter le salon et le stand de Île-de-France pour en savoir un petit peu plus sur l'agriculture francilienne jusqu'à dimanche. Et la suite de ce salon de l'agriculture sur TV78 et Radio Sensation, c'est dès demain dans une nouvelle édition. On va faire le point à présent sur le reste des actualités du jour dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Mickaël. On commence avec cette information. Le Rassemblement national a organisé une réunion de campagne pour les prochaines élections européennes. C'est en juin. Plus de 100 personnes étaient présentes ce samedi soir au restaurant Le Molière à Versailles pour cette réunion de campagne. Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, et Laurent Morin, délégué départemental, étaient présents. On les écoute. Il y a un enjeu à l'échelle nationale, puisque ce sera la seule élection nationale pour dire ce que l'on pense du bilan d'Emmanuel Macron. Ensuite, il n'y en aura plus jusqu'en 2027. Et bien évidemment, on a dans les Yvelines des cadres particulièrement conscients des enjeux. Pour nous, il s'agit de préparer l'alternance pour 2027. C'est une étape importante, une des dernières élections avant l'élection présidentielle de 2027. Et puis il s'agit aussi et surtout, pour parler de cette élection européenne, de s'opposer à toutes les politiques mortifères de l'Union européenne. Les élections européennes se tiendront le 9 juin prochain pour élire 80 eurodéputés qui représenteront la France au Parlement européen. Le verdict est tombé. Le ministère de la Justice a choisi l'emplacement de la future prison de Magnanville. Le centre pénitentiaire de 700 places devrait être installé d'ici 2028 au plus près des habitations et du lycée de la ville. C'est ce qu'a annoncé le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, dans une lettre à la présidente du conseil régional Valérie Pécresse. Selon les services de l'État, c'est l'emplacement qui perturbera le moins les parcelles agricoles. Une décision qui déplaît notamment au maire de la ville, Michel Lebouc, lors d'un conseil communautaire le 8 février dernier. Il a voté en faveur de l'opposition à la prison, tout comme 113 des 141 élus de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Pour rappel, 2 sites avaient été proposés. Le premier se situait près des habitations et du lycée, tandis que le deuxième était à 200 mètres du quartier pavillonnaire au milieu des champs. Le lancement d'une enquête publique à présent jusqu'au 25 mars prochain. Les habitants sont amenés à se prononcer sur le projet de réaménagement du quartier de la Malmedonne. L'intersection de Coignères-Maurepas et La Verrière, ce projet de réaménagement a notamment pour objectif de fluidifier le trafic sur la RN10 régulièrement saturée aux heures de pointe. Aménagement envisagé, enfouissement, carrefour à feu, création d'un pont au-dessus de la RN10. Une enquête publique a été lancée jusqu'au 25 mars 2024
pour que ceux qui le veulent puissent donner leur avis. À l'issue de cette enquête, la déclaration de projet sera décidée par le préfet des Yvelines. Pour ceux qui souhaitent participer à l'enquête, un registre dématérialisé a été mis en place. Des registres papier sont aussi mis à disposition dans les mairies de Cognères-Morpas et La Verrière. Vous pouvez adresser vos propositions par mail ou par voie postale à la mairie de Morpas, désignée comme siège de l'enquête. On parlait bien du carrefour de la Malmenonne et non pas du quartier de la Malmenonne, comme j'ai pu l'indiquer juste avant. Carrefour de la Malmenonne. Ça y est, on connaît aussi le meilleur jeu de l'année et il s'agit d'un jeu édité par Cocktail Games. C'est une société d'édition basée à Versailles. Trio, vous connaissez ? Trio de nom, oui. Trio a reçu en tout cas ce jeudi soir à Cannes le prix de l'As d'Or dans la catégorie du jeu de l'année. Une victoire attendue depuis de longues années par Cocktail Games. Son directeur Mathieu Despenou était nommé pour la 10e fois par l'As d'Or avec Trio, mais c'est la première fois qu'il remporte ce prix spécialisé dans les petits jeux de cartes rapides et faciles d'accès. Cocktail Games avait déjà reçu le Spiel des Jahres, une récompense allemande en 2013 pour Anabi. On termine avec une autre bonne nouvelle. Samedi soir, l'Yvelinoise Adnae Engeng a conquis tous les jurés de The Voice lors des auditions à l'aveugle. Son interprétation de Voilà de Barbara Pravi a fait l'unanimité. Cette ancienne habitante de Poissy, aujourd'hui ingénieure naval au Mozambique, fait donc son entrée dans la compétition dans l'équipe de Big Flo et Oli. Prochain défi pour Adnae Engeng, les Battles qui seront diffusés en avril prochain. Très belle prestation, bravo à elle, merci Mickaël. Et n'oubliez pas le hashtag, et tout le monde s'est retourné, ça c'est important de le préciser. N'oubliez pas aussi le hashtag 78news si vous souhaitez nous partager sur les réseaux sociaux une actualité qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines. Je vous en parlais dans les titres, les obsèques d'Anne Capio, adjointe au maire d'Elancourt et élue des Yvelines, ont eu lieu il y a quelques jours. C'était vendredi dernier. La cérémonie religieuse à Morpas a été suivie d'un hommage républicain à Elancourt en présence de nombreuses personnalités politiques. Le reportage de Gabriel Gontier et de Mathilde Franco. Les hommages et les émotions. Plus de 300 personnes étaient présentes vendredi 23 février à l'église Notre-Dame de l'Espérance de Morpas pour adresser un dernier au revoir à Anne Capio, disparue dans la nuit du 15 au 16 février à l'âge de 64 ans. Après la cérémonie religieuse, c'est un hommage républicain qui a été donné à l'élue à la voix rocailleuse sur le parvis de la mairie d'Elancourt en présence de nombreuses personnalités politiques. J'ai eu le privilège de beaucoup partager avec Anne, tant personnellement que professionnellement. Depuis 25 ans, elle a été de tous mes projets, de tous mes combats et de toutes mes réussites. Engagée aux côtés des Républicains depuis 2003, adjointe à la mairie d'Elancourt, conseillère communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines et conseillère départementale, Anne Capio avait marqué le paysage politique local, notamment par son engagement pour la réussite scolaire. C'était une femme, chacun le sait, exceptionnelle. Mais c'était aussi quelqu'un qui a l'image de tous ces élus engagés pour l'éducation, aux côtés des enseignants, porte un témoignage particulier de l'importance de l'école. Elle avait imaginé l'école du futur pour former les citoyens de notre temps sans perdre des valeurs qui sont au cœur de l'école. On connaissait tous Anne depuis longtemps. C'était une élue engagée, de terrain, passionnée, une amie pour beaucoup, qui a été de tous les combats, qui a toujours porté ses dossiers avec une abnégation, un dévouement, une détermination, qui sont des qualités rares en politique. Donc c'est plusieurs familles qui sont endeuillées. Sa famille, évidemment, voulait être à leur côté et aussi sa famille politique. De sa commune d'Elancourt au département des Yvelines, elle était une figure emblématique du territoire depuis plus de 20 ans. C'est une fille formidable, un rayon de soleil, comme on dit. Elle savait désamorcer une tension, un conflit, elle, avec son sourire, avec une blague, et surtout avec un travail. C'est une bosseuse. J'ai connu tous ses débuts et sa vraie passion pour le service public, l'intérêt général, et sa vraie cause du numérique au service de l'éducation. Donc c'est une femme que j'apprécie énormément. Je suis encore assez ému et je l'ai connue aussi en tant que collègue au sein du conseil départemental. Donc voilà, une femme merveilleuse, sincère et honnête et qui se sera battue jusqu'au bout pour la cause qu'elle servait. Un engagement et des qualités saluées lors des différentes prises de parole de l'hommage. La cérémonie s'est achevée avec une minute de silence et au son de la Marseillaise.
pour ces obsèques d'Anne Capio, décédée à l'âge de 64 ans. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page des actualités sportives dans le 7-8. Et c'est toujours avec vous, Mickaël Elmidron. On commence avec du football. On jouait ce week-end les 8e de finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France pour les moins de 19 ans. À cette occasion, Versailles, qualifié pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, recevait Toulouse. Malgré un bon match, les joueurs versaillais se sont inclinés avec les honneurs 2-1 face aux Toulousains. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Versailles-Toulouse, c'était l'une des affiches de ces 8e de finale de la Coupe Gambardella et le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. En première période, le rythme est soutenu sur la pelouse du Parc des Sports du hameau du Plessis-Robinson. Dominateurs, les joueurs de la Cité Royale poussent pour ouvrir le score mais ne sont pas précis dans le dernier geste. Ce sont finalement les Toulousains qui marquent juste avant la pause sur cette action conclue par Mathis Saka. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. On a été très solide défensivement. Après, malheureusement, on a pris un but qui fait très mal à la 45e avant la mi-temps, comme vous le dites, et on est revenu très fort en deuxième mi-temps parce qu'on a un bon mental. Et effectivement, les joueurs versaillais ne se démobilisent pas et tentent de revenir rapidement au score. À la 51e minute, Versailles égalise grâce à cette superbe frappe de l'extérieur de la surface de Serine Ndiaye, 1-1. Mais la joie est de courte durée, le TFC repasse devant 8 minutes plus tard, 2-1. Malgré plusieurs changements et des offensives, les Yvelinois ne marqueront pas et sortent avec les honneurs de la Coupe Gambardella face à une équipe finaliste en 2019. Les garçons ont vraiment répondu à ce que j'attendais sur tous les aspects, offensifs ou défensifs. Après, le fait de perdre 2-1 en prenant un but juste avant la mi-temps et puis un deuxième sur un coup de pied arrêté, ça fait mal. Maintenant, c'est aussi le haut niveau, être capable d'être efficace et sur ce genre de match-là passé, aujourd'hui, il nous manquait peut-être quelque chose. Franchement, on a montré une bonne image du club et on a montré qu'on était une équipe solidaire et qu'on pouvait faire de grandes choses quand même. Malheureusement, le foot, ça joue sur des détails. Aujourd'hui, on a perdu 2-1, mais franchement, très fier de l'équipe. Les joueurs versaillais devront maintenant se reconcentrer sur le championnat de R1. Ils sont toujours en course pour la montée en championnat national U19. Ils sont également toujours qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Paris. La belle saison de Versailles n'est donc pas terminée. Une autre équipe yvelinoise, Mickaël, était engagée en 8e de finale de cette Coupe Gambardella. Ça ne s'est pas bien passé non plus. Eh bien oui, Grégory, la deuxième équipe yvelinoise. Le FC Mantois a également perdu sur son terrain ce dimanche. Les joueurs du nord du département ont été battus par une équipe troyenne réaliste. Ils se sont inclinés 3-2 alors que les Yvelinois étaient devant à la pause. La fin, là aussi, d'un parcours historique. Il n'y a donc plus d'équipe yvelinoise engagée. Bon, bravo tout de même au FC Versailles, au FC Mantois pour ce parcours en Coupe Gambardella. On va continuer de parler de football avec vous, avec le FC Versaille, cette fois-ci chez les grands, chez les seniors. On jouait ce week-end la 22e journée du championnat de national. Rien ne va plus pour le FC Versailles. Les joueurs de la Cité Royale se sont inclinés 3-1 à domicile contre Châteauroux. Une défaite qui pourra avoir de grosses conséquences au classement. Les Versaillais sont 12e à une place de la relégation. Ils sont juste devant à la différence de but. Attention à la descente en fin de saison. Et l'entraîneur de Versailles justement a fait les frais de cette nouvelle déconvenue. Oui, tout à fait Grégory. Le FC Versailles a mis à pied son entraîneur Grégory Vignal après la défaite de ce week-end et le club yvelinois a décidé d'aller vite sur le dossier du prochain entraîneur. Jean-Luc Vasseur va être nommé entraîneur principal du FC Versailles, ex-entraîneur de Créteil, de Reims, du Paris FC, de Châteauroux et des Féminines de Lyon. Il arrive avec une grosse expérience. Jean-Luc Vasseur aura donc pour mission de sauver le club de la relégation. On lui souhaite bonne chance. Le football, mais maintenant du football américain cette fois-ci. On jouait ce week-end dans le championnat de 2e division. Les Templiers d'Elancourt se sont inclinés à domicile sur leur terrain contre les Centaures de Grenoble. Ils ont donc 2 défaites au compteur depuis le début de la saison. Ils sont pour l'instant derniers de leur poule, mais le championnat est encore très long et ils peuvent remonter au classement. Et on termine par de la boxe, le retour sur le ring de l'Yvelinois Ahmed El Moussaoui. Et encore malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Chez les super welter, Ahmed... Non, j'ai pas de victoire malheureusement aujourd'hui. Chez les super welter, Ahmed El Moussaoui s'est incliné au point face à Bakary Samaké devant les 4000 spectateurs du Zénith de Paris. Il a été jugé moins fort que son adversaire sur l'ensemble des 10 rounds. Ahmed El Moussaoui a dit sur les réseaux sociaux: pour certains je gagne, pour d'autres non, et pour d'autres il y a match nul. Quoi qu'il en soit, j'ai combattu comme un guerrier. On ne sait pas trop si le boxeur de 33 ans continuera sa carrière dans le futur. En tout cas, il a tout donné sur le ring. Bravo encore à lui et merci Mickaël. On se retrouve la semaine prochaine, on espère, avec davantage de victoires. On n'était pas loin avec Ahmed El Moussaoui, on n'était pas loin. Dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain.
Demain matin, le ciel sera une nouvelle fois nuageux dans les Yvelines. Ce sera assez frais côté température. Comptez 4 degrés à Versailles et Houdan. Il fera 3 degrés à Rambouillet et 5 degrés à Mantes-la-Jolie. L'après-midi, le retour de quelques rayons de soleil, mais tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Des éclaircies à Houdan, pas de nuages à Versailles et Rambouillet et un ciel voilé à Mantes-la-Jolie. Il fera de 9 à 11 degrés maximum dans les Yvelines. Et demain, mardi 27 février, c'est la Sainte-Honorine. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et on parle de ce défi fou, traverser la Manche à la voile en solitaire à seulement 16 ans. C'est le challenge que va tenter de relever un Yvelinois. Son nom, Quentin Felger. Il est avec nous en plateau. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors vous habitez Bougival et vous êtes membre du Yacht Club du PEC depuis 2 ans. La navigation est une passion depuis votre plus jeune âge. On aura l'occasion d'en parler. Et cette traversée aura lieu donc en juin prochain entre Poole en Angleterre et Cherbourg. Vous allez le faire à bord de votre laser radial Horizon Large. Horizon Large, c'est le nom de l'association que vous avez créée pour l'occasion. C'est quoi un laser radial très concrètement pour que tous les téléspectateurs puissent l'imaginer? Alors tout d'abord, merci de me recevoir sur le plateau. Alors un laser radial, c'est un dériveur de 4 mètres de long, 4 mètres 14 exactement, par 1 mètre 11 de large. Donc c'est un voilier olympique qui concourra au Paris 2024 à Marseille par exemple. La spécificité de mon laser, c'est qu'il sera équipé d'une voile radiale. Il y a 3 catégories de voiles en laser en fonction du poids. Donc il y a les voiles 4,7, 4,7 m², radial 5,7 m², et enfin standard pour les plus grands 6,7 m². Je serai en voile radiale et ce qui me permettra d'être le premier à faire la traversée de la Manche. Oui, ce sera une première de traverser la Manche du coup en laser radial, c'est ça? Tout à fait, ça n'a jamais été fait, ça a été déjà fait sur le support laser mais jamais en radial et surtout je serai le plus jeune à tenter cette traversée sur ce support. Et le fait de le traverser dans un petit voilier, ça renforce d'autant plus la difficulté de cette aventure dans laquelle vous vous lancez? Ah, tout à fait, il est là en fait le cœur du défi. C'est que c'est un bateau qui est très sensible, qui réagit au moindre mouvement du vent. C'est-à-dire qu'il faudra toujours que je sois gainé à être prêt à réagir au moindre changement de vent, de direction, de l'état de mer. Et c'est aussi ça qu'il y a une grosse préparation physique en amont de la traversée avec du renforcement musculaire et une préparation évidemment sur l'eau. Et le tout pendant 12 à 14 heures, c'est le temps estimé, si les conditions le permettent, parce que les conditions peuvent être aussi évolutives. Tout à fait, alors c'est pour ça que je vais partir en Angleterre sur une plage de 2 jours. Et comme ça je pourrais choisir vraiment la bonne fenêtre météo pour partir. Je partirai donc très tôt le matin, surtout en 3h et 4h du matin pour être sûr d'arriver le soir plutôt vers 19h. C'est une traversée qui va être très physique et où il y a beaucoup de dangers en raison du trafic. La Manche, c'est une voie maritime les plus fréquentées du monde. L'autoroute, c'est un peu l'autoroute des mers. C'est le principal danger, ça, finalement, la forte activité maritime, on va dire, de la Manche? Oui, tout à fait. La préfecture de Cherbourg, que j'avais contacté en amont de lancer la communication pour les sponsors, m'avait fait la comparaison que traverser la Manche en laser, c'était comme traverser une autoroute en fauteuil roulant. Ah oui. Donc c'est un défi où il y a des dangers, et c'est pour ça qu'il y a une grosse part du budget qui va dans la sécurité, ma sécurité et la sécurité des autres. Parce que c'est à moi de faire attention aux autres sur l'eau et pas au cargo. Et qu'est-ce qui vous a poussé alors dans ce défi assez fou et un défi dangereux, vous l'avez dit? Qu'est-ce qui vous a animé dans ce projet? Alors moi, mon rêve depuis toujours, c'est d'être au départ du Vendée Globe. Donc le Vendée Globe, c'est une course en solitaire autour du monde, sans assistance et sans escale. Ça a lieu tous les 4 ans? C'est ça, au Sable d'Olonne. Et donc ça a toujours été mon rêve. Et Violette d'Orange, donc c'est une navigatrice qui est maintenant en IMOCA, a fait la traversée de la Manche du haut de ses 15 ans en optimiste, donc ce n'est pas le même support qu'un laser, mais c'est ce qui lui a permis de se lancer dans le monde de la voile, de pouvoir se faire connaître aux yeux des sponsors. Et la traversée de la Manche en laser est aussi me permettrait aussi de me lancer dans le monde de la voile, donc c'est aussi l'objectif. Donc de se faire connaître pour prendre un jour le départ du Vendée Globe. Vous avez assisté au départ à plusieurs reprises quand vous étiez plus jeune, vous le faites régulièrement? J'ai assisté à tous les départs sauf celui de 2020 en raison des conditions sanitaires,
Mais oui, tous les départs, très tôt le matin pour voir les bateaux et rêver, tout simplement. Mickaël ? Vous avez des modèles peut-être de skippers, je ne sais pas. Alors nous, on suit beaucoup Louis Burton, l'Yvelinois. On suit également Éric Bellion qui est versaillais. Ce sont des modèles, par exemple Mes modèles, ce serait surtout Alex Thompson, c'est un skipper britannique. Il était sur Hugo Boss en 2016-2017. C'est pas très bien passé. Ah si, il a terminé deuxième du Vendée Globe en 2016-2017, mais c'est en 2020-2021 qu'il a terminé par un abandon, parce que des problèmes structurels sur son IMOCA. Il est maintenant à la tête d'une écurie, l'Océan en Provence, avec Clarisse Kramer. Et aussi en ce moment, c'est surtout Charlie Dalin, celui que je suis le plus. Il est sur Massif et j'ai pu le rencontrer lors de la soirée à l'Olympia du Marin de l'année. Et c'est vraiment une super personne, très ouverte et qui encourage les gens. Alors, vous avez du coup cette passion pour la navigation depuis tout jeune. Vous avez fait, on l'a dit, assisté à tous les départs du Vendée Globe, fait plusieurs stages également au Sable d'Olonne. Qu'est-ce qui vous plaît dedans ? Parce que c'est vrai qu'on avait pu se poser la question pour Louis Burton, être skipper originaire des Yvelines. Comment on peut être originaire des Yvelines et avoir cette passion de la navigation ? D'où ça vous vient ? Je dirais que ça m'est tombé dessus en fait. En effectuant mon premier stage au Sable d'Olonne, j'ai tout de suite su que pour moi j'étais plus libre sur l'eau qu'à terre. Et le fait d'être sur des grands espaces, de se sentir libre, peut-être même un peu seul, c'est ce qui rend pour moi le sport attirant, le fait que ça soit intergénérationnel, que sur l'eau on est tous en compétition, mais que à terre il y a une très bonne ambiance, on fait un débrief, on rigole, c'est vraiment un super sport. Et le fait que ce soit un sport nature aussi, qu'on se dirige à l'aide du vent, à l'aide des courants, ça rend la chose encore plus spéciale et je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans ce sport. Et on va regarder votre parcours, il s'est déjà affiché au cours de cet entretien. Vous allez relier donc Poole à Cherbourg, un parcours de 70 000 nautiques. La traversée devrait vous prendre, on l'a dit, entre 12 et 14 heures. Le fait on a vu des images où vous vous préparez sur la Seine, puisque vous êtes au Yacht Club, on le disait, du PEC. Est-ce que ça prépare vraiment de naviguer sur un fleuve ? Là, vous allez être en pleine mer. Tout à fait. Alors moi, déjà, il faut savoir que j'ai commencé en mer. Oui. Donc je connais, on va dire, la mer, même si beaucoup d'entraînements sont effectués en mer. La Seine, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un vrai atout. Le fait que ce soit un fleuve où il y a beaucoup de passages. Et c'est un fleuve effectivement très technique. Le courant, quand il n'y a pas de vent et qu'il y a du courant, c'est très frustrant de reculer, alors qu'on aimerait avancer. Et mon coach Xavier, celui qui m'accompagnera une partie de l'équipage. Il y a 4 personnes qui seront autour de vous. 4 personnes. Pour cette aventure. Donc Xavier, c'est mon coach, mon moniteur, m'a toujours dit quand tu sais naviguer sur la Seine, tu sais naviguer partout. Parce que donc il y a du courant, je l'ai dit, mais aussi il y a des refus de vent. Donc des refus de vent, c'est lorsque nous sommes à une allure, donc par exemple au près, quand on est quasiment face au vent et qu'on souhaite remonter le vent. Le vent nous fait des refus par rapport aux obstacles qu'il y a sur la Seine, des îles, des immeubles, des choses comme ça. Et donc c'est important d'être très réactif parce que le laser c'est un bateau qui est très instable, de tout de suite équilibrer le bateau et de repartir et éviter le refus. Et c'est ça qui rend la Seine très technique et qui permet d'être un bon terrain de jeu pour s'entraîner. Alors, on va finir avec ça. Le budget pour cette aventure, c'est 15 000 €. Donc, entre l'achat du bateau, les frais de déplacement, le séjour sur le lieu de départ, parce que vous l'avez dit, il y aura une fenêtre pour votre départ sur place à Poole. Vous êtes soutenu dans ce projet, mais vous recherchez encore des soutiens. Où est-ce que vous en êtes concrètement dans le financement de ce projet ? Alors là, nous sommes à 50% du budget. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes sponsors, comme Alpha Diffusion, Mailou Photographie, Paris Voile, La Ferme sur l'Île, le Garage de l'Écluse, l'Atelier de l'Art, Pérenne, Hop Optique et l'Institut Sacha Beauté. Donc ce sont toutes les entreprises, commerçants qui me soutiennent déjà. Évidemment, il y a également des particuliers qui me soutiennent sur Hello Asso. Et c'est vraiment très important pour sa traversée le parrainage, le soutien technique pour préparer le bateau, le laser, parce que il y a des préparations. Donc par exemple, Paris Voile va m'aider à préparer le bateau, c'est-à-dire à peindre les appendices en jaune au cas où, on ne sait jamais, le laser se retournerait en pleine mer dans la Manche pour me permettre de me voir loin et bien.
et aussi m'installer une ligne de vie pour que je sois plus équilibré et plus en sécurité. On peut en tout cas soutenir votre projet, hein. On retrouve vos coordonnées sur Horizon Large, c'est le nom du projet et c'est sur la plateforme helloasso.com. Bon courage à vous, merci d'être venu parler de ce projet fou en plateau, on vous souhaite bon courage pour la traversée et on va vous suivre bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler sur TV78 et je le disais, si les téléspectateurs souhaitent vous soutenir, la plateforme helloasso.com. Merci beaucoup Quentin d'être venu. C'est la fin de ce 7-8, merci de votre fidélité, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.